Ah, comment tu vas? Ça va? Ça va, oui. C'est beau là, on n'a pas tout perdu. Hein. Hum. Il fait beau aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais dès que le soleil va. Dès qu'il n'y aura plus de soleil, ça va calmer. Ouais. Alors, Ouais, j'ai vu que tu avais parlé avec Alain de voilà. Trotty. Oui, Ouais. alors je voulais te parler de la hausse, je t'en avais déjà parlé, la Ouais. hausse du tarif des assurances en 2025. Toutes les assurances vont augmenter. Auto de 4 à 6%, habitation de 10 à 12%, c'est pas rien, hein, avec des pointes peut-être à 30 à 40 dans les régions exposées aux aléas climatiques, et les mutuelles de 6 à 8%. Alors les mutuelles vont augmenter de 6 à 8% cette année, après une hausse de 8% en 2024 et de 6% en 2023. Alors, on va revenir en détail. Alors, on va s'éloigner un peu parce qu'on n'entend pas. Ah ouais. Alors, les assurances auto vont augmenter de 4 à 6%. Pourquoi? D'après les assurances, parce que tout simplement, le prix des pièces détachées a explosé ces dernières années. Les constructeurs essaient de limiter le prix de vente de leurs véhicules neufs, mais en contrepartie, les prix des pièces détachées a explosé. Hein. En plus, le coût des réparations, le coût de la main-d'œuvre aussi a augmenté. Alors, habitation, il y a une hausse très importante cette année environ de 10 à 12%. À cause de différentes raisons, évidemment les aléas climatiques, hein, voilà, les catastrophes naturelles. Le prix des matériaux aussi a explosé. Le prix des matériaux a explosé, la main-d'œuvre aussi. Voilà. Alors, on parle d'une hausse de 30 à 40% des assurances habitation dans certaines régions de France exposées aux aléas climatiques. Alors, est-ce que les assurances vont encore vouloir prendre en charge des habitations exposées aux aléas climatiques et aux inondations? Je ne sais pas. En tout cas, elles vont augmenter leurs tarifs, c'est sûr. Et les mutuelles de 6 à 8%, ça augmente cette année, après des hausses en 2023 et 2024. Hein. Pourquoi? Le vieillissement de la population, évidemment, les vieux sont souvent malades, avec des maladies, des ALD. Il y a aussi la revalorisation des tarifs des consultations des médecins libéraux. Voilà. Et puis il y a aussi le fait que la Sécu dérembourse de plus en plus de médicaments. Donc c'est les mutuelles qui prennent en charge. Hein. Voilà, le différentiel. Donc malheureusement, pas de bonnes nouvelles. Les tarifs des assurances vont augmenter en 2025. Hein. Voilà. Et je disais à Alain, c'est qu'on nous bassine tout le temps avec les catastrophes naturelles, comme quoi il n'y aurait jamais eu autant de catastrophes naturelles en France qu'en ce moment. Mais il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Hein. Toujours. Je ne sais pas où est le bouquin. Ah, il est là. Je vais te le prouver. Je suis en train de lire un bouquin d'histoire de Marc Gallo, un historien très sérieux qui est décédé il y a quelques années, membre de l'Académie française. Donc c'est pas un complotiste. Hein. Voilà ce qu'il raconte sur l'époque. Là, il parle de l'époque de Catherine de Médicis. C'est la fin du XVIe siècle. En gros, les années 1580, 1590. En gros. Voilà ce qu'il dit de la France. Disette, tremblement de terre, inondations, épidémies et poussées de peste noire ravagent le royaume. On dénombrait 50 000 victimes de l'épidémie rien qu'à Paris. Donc il parle déjà, sous Catherine de Médicis, l'historien Masgallo, de tremblement de terre et d'inondations. Donc épidémie aussi, il y en a toujours eu. Mais maintenant ce qui se passe, c'est qu'on vit avec des médias d'infos, des médias 24 heures sur 24 qui balancent de la formation en permanence. Hein. S'ils avaient vécu pendant la guerre 14-18 ou lors de la grande débâcle de 1940, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas dit, hein. Donc, ils auraient dit qu'on a gagné la guerre. oui, menteur en plus. Donc il y a ça, et puis il y a le fait qu'on a énormément construit en France. Hein. On a énormément construit, les grandes villes s'étendent de plus en plus loin, on rase des pavillons pour construire les immeubles, on construit dans le lit des rivières, on construit dans des zones inondables qu'on n'aurait jamais construit avant. Il faut quand même voir que sur Terre, on était 2 milliards d'habitants en 1930. On est 8 aujourd'hui, avec des perspectives à 10 en 2050. En 1972, quand j'étais en CM2, on était 50 millions d'habitants en France. L'instituteur nous le disait. Maintenant, on est 68. Donc, on est de plus en plus nombreux. Et il faut construire à cause de l'émigration, à cause du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls suite à des divorces et des séparations, et à cause du vieillissement de la population. Il faut construire, on construit partout.
Les villes s'étendent maintenant. Les grandes villes françaises s'étendent à des dizaines de kilomètres, presque la banlieue. Et voilà. Et on construit partout, dans le lit des rivières, on construit partout. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, des inondations, tout ça. Mais il y en a toujours eu. Dans l'histoire de France, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des changements climatiques, des périodes froides qui succèdent à des périodes chaudes, etc. Mais il faut voir ça dans le temps long. Une vie humaine, ce n'est rien du tout par rapport au temps long. Hein. Voilà, il faut voir ça en milliers d'années. Voilà. C'est très difficile de parler de... C'est vrai qu'on constate que le climat se réchauffe depuis quelques décennies, mais est-ce qu'on peut parler pour autant de réchauffement climatique? Il y a les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a qui disent qu'au contraire, qu'on va vers une période de glaciation. On ne peut pas, à l'échelle d'une vie humaine, c'est très très court, dire qu'il y a un réchauffement climatique. Ça doit s'étudier en milliers d'années. Il y a toujours eu... Le climat n'a jamais été stable. Sur le long terme, le climat n'a jamais été stable. Il y a des millions d'années, il y avait de la végétation au Sahara. Hein. Le climat n'a jamais été stable, il y a toujours eu des changements climatiques. Mais il faut étudier ça sur le temps long. Là, on est dans un narratif pour tout. Le narratif pour le Covid, pour la guerre en Ukraine, pour le changement climatique, pour tout, on nous impose un narratif. C'est toujours en fait un narratif qui nous impose de nous tirer une main dans le pied, quoi. Oui, parce qu'en Europe, on est fort pour ça. Hein. Ouais. Voilà, donc il faut essayer de penser par toi-même parce que la mafia qui nous dirige nous impose un narratif pour tout. Voilà, faut être des zombies et penser comme eux. Hein. Les choses sont souvent très très compliquées, très complexes. Ouais. Voilà. Puis Alain me parlait de l'Angleterre. C'est vrai que personne n'en parle, mais l'Angleterre ça va mal. Hein. Ça va peut-être même plus mal que chez nous. Hein. C'est comme nous, hein. Ils sont archi endettés. Un peu moins que nous, mais quand même archi endettés, une dette qui doit représenter 90% de leur PIB. Ils sont désindustrialisés. Quand on a connu l'Angleterre du 19e et du début du 20e siècle, c'est incroyable. L'Angleterre, c'est un pays complètement désindustrialisé qui a tout misé sur la city, sur la finance. Ils ont tout misé, surtout depuis le Brexit. Ils ont tout misé sur la finance, mais alors, il vaut mieux pas mettre son nez là-dedans. Hein. La city est réputée pour être une grande blanchisseuse d'argent sale. Hein. Voilà. Et puis non, l'Angleterre, ça va... Ça s'est même aggravé depuis le Brexit, hein. Mais l'Angleterre, ça va mal, ça va très mal. La santé est dans un état épouvantable. Ils sont de plus en plus fliqués aussi par leur gouvernement. Je pense aussi que la reine Elisabeth II avait lâché l'affaire depuis 20 ans. Elle avait lâché l'affaire et son fils a la réputation d'être incompétent. Alors c'est pas des gens qui ont un rôle politique, mais enfin ils peuvent quand même cadrer les choses quand même. Voilà. Ouais. Voilà toutes les nouvelles. Donc voilà. toujours pas de bonnes nouvelles alors. Les bonnes nouvelles, on a beau en chercher. Même Trump c'est peut-être une bonne nouvelle pour les États-Unis. Wait and see quand même. Mais parce qu'il va être confronté à la réalité qui est difficile. Même si les États-Unis c'est un titan par rapport à nous, ils ont quand même à affronter de réelles difficultés. Mais pour l'Europe, c'est sûr qu'il ne va pas nous faire des cadeaux. Hein, Trump. C'est America First, c'est Make USA Great Again. Donc il ne va pas nous faire des cadeaux. Ça sera tout pour les USA. Il n'y a pas de perspective d'un nouvel homme politique qui pourrait tout sauver. En France, non, parce que remplacer Macron, qui a été vu récemment sorti d'un... T'as vu, il a été vu il sortait d'un bistrot, il a été aperçu, il sortait d'un bistrot et tout. Personne n'était prévenu qu'il était là, le préfet n'était pas prévenu, enfin bref. La semaine dernière, il discutait sur TikTok avec un type qui se plaignait qu'on lui avait filé une amende parce qu'il avait payé l'autoroute de son portable. Ah ouais. De sa bagnole, de son portable. Il n'avait pas le droit d'être au téléphone. Ouais, j'ai vu ça, c'est relativement ridicule. Et il avait annoncé que généreusement, il autoriserait à ce qu'on paye puisse réveiller avec le téléphone. Il n'a rien d'autre à foutre que d'être sur TikTok et de dialoguer comme ça avec les gens qui se plaignent qu'on leur ait foutu une amende parce qu'ils payaient leur autoroute de leur bagnole avec leur portable. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut payer plus facilement maintenant. Franchement. Ouais. Tu sais on se demande s'il n'a pas des troubles du comportement quand même. Hein. Tu sais qu'on a déjà eu un président de la République qui avait des graves troubles du comportement. Il s'appelait Paul Deschanel. C'était dans les années 1920. Alors d'abord, on a constaté que ça n'allait pas parce qu'il montait dans les arbres de l'Élysée. Bon, ça semblait bizarre à beaucoup de gens.
Et ensuite, il est arrivé une célèbre affaire. D'ailleurs, le lendemain, il a présenté sa démission. Il revenait d'un voyage officiel dans le sud-ouest. Il était dans un train de nuit. Et arrivé près de Paris, vers Montargis, dans le Loiret, il a voulu se lever la nuit. Il était en robe de chambre, hein. Il a voulu se lever parce qu'il était dans un wagon présidentiel. Il avait une fenêtre qui pouvait s'abaisser très bas pour saluer la foule. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il était endormi? Il a confondu la fenêtre de son wagon avec la porte des toilettes. Hop, il est tombé à l'envers sous la voie. Heureusement, le train ne roulait pas vite à ce moment-là. Il n'a eu que des égratignures. Alors, il a marché à pied plusieurs kilomètres et est allé frapper à la maison d'un garde-barrière à Montargis. Alors, le garde-barrière, il a tambouriné la nuit. Le garde-barrière, il a ouvert la porte, qu'est-ce que c'est? De Chanel a sorti cette célèbre phrase: vous n'allez jamais me croire, je suis le président de la République. Ah, il l'a reconnu quand même, le garde-barrière, il a reconnu les Chanel parce qu'il avait vu sa photo dans les journaux. Hein. À l'époque, le seul moyen de communication, c'était les journaux. Hein, dont certains étaient diffusés à plus d'1 million d'exemplaires. Hein. Voilà. Donc, il a appelé sa femme, qui avait été réveillée, évidemment, par ce bruit de tambourine à la porte. Il lui a dit: chérie, ne pose pas de questions, le président de la République est là, fais-lui un café, moi, je vais télégraphier au préfet. Voilà. Et le lendemain, il a présenté sa démission. Alors, on a longtemps dit qu'il était fou. Maintenant, les historiens disent qu'il était gravement dépressif. Il ne se portait pas la pression. Parce qu'après, il a eu d'autres mandats politiques et apparemment, ça s'est bien passé. Donc, on a longtemps dit que Paul Deschanel était fou. Maintenant, les historiens disent qu'il était gravement dépressif. Enfin, là, Macron, là, quand même, il faut le faire. Sortir d'un bistrot, personne n'était au courant. Dialoguer sur TikTok avec un type qui gueule parce qu'on lui a filé une amende pour payer son autoroute. Déjà, ce qu'il avait fait lors de la finale de la Coupe du Monde de foot, quand même, descendre sous la pelouse, tu te rends compte? Quasiment ploter Mbappé, attends. Franchement, ça fout mal. Oh, il devait bien l'aimer, je pense. Ah ouais, je sais pas. Puis à un moment, aussi, à un moment où il chantait dans les rues aussi. Il y a eu une période où il avait chanté dans les rues, je sais pas à quelle occasion. Il chantait en français? Oh, je sais pas. Mais... Ah ouais. Ouais, mais il a peut-être des troubles de comportement comme Paul Deschanel. Hein. Ah ouais. Mais bon. Mais je pense qu'il ne doit pas être dépressif, lui. Non, il n'est pas dépressif, il fait faire les dépressions aux autres, mais lui, il n'est pas dépressif. Ouais. Hein. De toute façon, le remplacer par Attal ou par Philippe, je pense que ça ne sera pas mieux. Ça ne sera pas mieux, ça sera peut-être même pire d'ailleurs. C'est pas changer d'homme, c'est changer de logique. Ouais. Arrêtez d'emmerder les Français, comme disait Pompidou en 66. Il disait ça à son conseiller Chirac, qui n'arrêtait pas de lui donner des parapheurs avec des tas de décrets de loi signés. Il avait dit: arrêtez d'emmerder les Français. 1966, Pompidou était Premier ministre du général de Gaulle à l'époque. Ben, c'est toujours valable, hein, qu'on arrête d'emmerder les Français avec des normes, des réglementations, des lois, des impôts, des charges, qu'on arrête d'emmerder les Français et ça ira mieux. Et ça ira mieux. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas le chemin qui se dessine. Hein. Plus ça va, plus on emmerde les Français, on les surveille, on les flique. Plus le droit de faire ci, plus le droit de faire ça. De toute façon, Macron, il a dit qu'il avait envie d'emmerder. Oui. Voilà. Bah, ouais. Sinon, on va répéter tout ce qu'on dit tous les samedis. Alors, c'est vrai qu'au mois de février, ce qui va être important, c'est les élections en Allemagne. Tout au long de l'année 2024, je n'ai pas arrêté de te dire qu'il y a une crise économique grave en Allemagne. Je n'ai pas arrêté de te dire ça. Et la grave crise, la récession, parce que l'Allemagne va entamer sa 3e année de récession. C'est incroyable. Qui aurait cru ça il y a 10 ou 20 ans en arrière? Donc, la crise économique a abouti à une crise politique. Donc, il y a des élections législatives anticipées en Allemagne à la fin du mois de février. Et apparemment, il y a un parti anti-européen, anti-euro qui a le vent en poupe. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir avoir une majorité et une majorité pour gouverner? Il faut voir, hein. Je vais vous donner les résultats des urnes. Mais là, l'Allemagne, ça va mal. Les Allemands en ont marre. Hein. Ça va mal pour des raisons que j'ai déjà évoquées, pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées. Donc, il va falloir voir ce que va donner le résultat des élections législatives anticipées en Allemagne à la fin du mois de février, parce que l'Allemagne, enfin, c'était le moteur de la croissance économique en Europe. Hein. Voilà. En Allemagne, il n'y a pas de gilets jaunes? Non, pas à ma connaissance, mais ils sont très disciplinés, les Allemands. Ouais. Mais là, ils en ont marre, parce que tout ce qui
s'est passé avec les écolos ils sont en récession, évidemment, la récession, inflation, problème de pouvoir d'achat, et puis l'industrie, toutes ces industries qui ferment. Comme en France, ils ont un record de faillite d'entreprises. Hein. Beaucoup de grosses industries sont en difficulté en Allemagne, hein, concurrencées par l'Asie, notamment la Chine, voilà, qui fabrique tout ce que fabriquait l'Allemagne pour moins cher et de qualité. Hein. En plus, ils sont privés du gaz russe bon marché pour leur industrie, parce que la CIA a fait exploser les gazoducs Nord Stream, les gazoducs russes, sans que les services secrets allemands et sans que les services secrets français ne disent quoi que ce soit. Pour moi, ça relève de la haute trahison, parce que ça a coulé l'Allemagne. Enfin, elle n'avait pas besoin de ça, mais ça l'a achevé, ça l'a coulé. Hein. C'est de la haute trahison, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que la récession est larvée en Europe, que l'Allemagne est en récession grave, on n'en voit pas la sortie, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis l'Allemagne a un problème de vieillissement de sa population, hein, et voilà, et puis les écolos qui ont condamné quasiment le nucléaire et le thermique, l'automobile, le moteur thermique aussi. C'est vrai que la marque Mercedes, elle en a pris un coup. Hein. Bah oui, oui. Alors... c'est vrai qu'en France, on n'était pas si mauvais que ça dans l'automobile. Hein. Ouais. Bah, après-guerre, on avait beaucoup d'industries en France, on fabriquait beaucoup, hein, beaucoup de choses. Hein. Des tracteurs, on fabriquait des ordinateurs, des téléphones. Hein. Ouais, des microprocesseurs aussi à l'époque. Oui, 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 c'était très bon. Il y avait Bull, il y avait Alcatel. Et c'est ce que moi, c'est mon point de vue. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais je pense que ce choix de condamner l'industrie pour les services a été un choix mortifère pour la France. Mortifère. Et est-ce que tu penses que c'était volontaire, ce fameux choix? Est-ce que... Je pense que... Je sais pas, moi, de mon point de vue, il y a eu une conjonction de deux phénomènes. D'abord, le capitalisme mondial. On fait fabriquer en Asie, dans des pays à faible coût de production, avec peu de normes sociales et environnementales. Et la deuxième conjonction, c'est nos politiques. Nos politiques qui sortent en très grande partie de l'administration et qui ne connaissent pas le monde du travail, qui ne connaissent pas le monde de l'industrie. Georges Pompidou a été le dernier président de la République française à s'intéresser à l'industrie. Par ailleurs, il avait ses qualités et ses défauts, Pompidou. Je pense quand même que la France a été bien gouvernée jusqu'à De Gaulle-Pompidou. Mais Pompidou a été le dernier président de la République à s'intéresser à l'industrie. Les autres ne s'y sont pas du tout intéressés. D'ailleurs, la plupart du temps, comme Mitterrand, mais pas que lui, il ne connaissait rien à l'économie. Hein. Pompidou est mort en 1974 quand même. Hein. Donc, tu vois. Hein. Donc voilà, il y a eu un choix politique de se désintéresser de l'industrie. C'était le mythe de la France sans usine. Le mythe de la France sans usine. On fait fabriquer à l'étranger, donc ça nous reviendra moins cher. Le consommateur, il gagnera. Le consommateur, il gagnera parce que ça nous coûtera moins cher de fabriquer à l'étranger. Ouais, mais ça, c'est un choix de courte vue. Hein. Mais pourquoi il ne s'était pas posé la question, mais qu'est-ce qu'on va leur vendre aux autres? Ah oui. On va vendre des services aux autres pays, parce que les services, franchement, le service, c'est gentil les services. Mais enfin, on ne peut pas bâtir la colonne vertébrale d'un pays sur les services, surtout sur du moyen et long terme. Non, c'était... Je sais pas, moi je vois pas de porte de sortie actuellement. Hein. Je vois pas de porte de sortie, alors on s'endette jusqu'à la gueule, enfin, comme l'ensemble des pays occidentaux, mais la France est très marquée en France, on s'endette jusqu'à la gueule pour pouvoir faire tourner l'État, payer les fonctionnaires, mais est-ce qu'on va pouvoir s'endetter? On emprunte de plus en plus cher maintenant sur les marchés financiers, donc même si pour l'instant on emprunte sans difficulté. Hein. Ouais, jusqu'au jour. Parce que les marchés financiers savent qu'on a une très bonne épargne privée en France, hein, autour de 6 000 milliards d'euros. On a un très bon taux d'épargne privée et ils savent que Bercy, le ministère des Finances, sait très bien récupérer de l'argent, hein, un grand pouvoir d'expertise pour lever sans arrêt de nouveaux impôts. Mais c'est vrai qu'on peut se poser dans quelques années, si ça va pas, tout ça va pas on va pas finir. Ça va pas finir cette politique d'endettement à outrance en ayant condamné notre industrie avec pas de gaz, pas de pétrole dans notre sol. Là, voit-on-ci. Hein.
je ne sais pas comment ça va finir. Le seul truc qui pourrait rester, ce serait éventuellement le tourisme, Le tourisme, oui. qui a été mis à mal pendant le Covid, où Ouais. on a Ah oui, perdu on a le des années. tourisme. C'est ce que disaient les vieux paysans disaient avant, dans quelques années en France, il ne restera plus que l'industrie et le tourisme. Enfin, c'est pas réjouissant parce que tu ne peux pas faire vivre un pays, développer un pays que sur l'industrie du tourisme. C'est pas possible, même si ça compte dans le PIB. Ouais, tu avais l'Égypte à une époque qui était orientée sur le tourisme avec les pyramides, Oui. et avec Oui. les enfants qui demandaient Oui. des crayons. Oui, mais c'est bien le tourisme, tu peux pas bâtir une économie d'un pays sur l'industrie du tourisme. C'est pas possible. Il faut de la production, il faut fabriquer, il faut vendre. Hein. Sinon, ou alors tu as du gaz et du pétrole dans ton sol. Sinon, je vois pas comment on peut s'en sortir sur le long terme. Sur le long terme, je vois pas comment on peut s'en sortir. Et l'annonce de Macron concernant le Louvre, là, ce qu'il a prévu de faire, là. Je sais pas, tu as un peu suivi cette histoire ou pas? Oui, j'ai suivi un petit peu. A priori, il veut faire. Ouais. Parce qu'apparemment, oui, il y a des problèmes au niveau de l'infrastructure du Louvre. Ça devient... ça manque de travaux, apparemment. D'abord, il y a une surfréquentation du Louvre. Hein. Enfin, les touristes, ils vont voir 2-3 choses hein, seulement. Hein. Faut pas se tromper. Hein. La Vénus de Milo, ils vont voir... Mais a priori, le financement se ferait par, disons, des grandes fortunes, quoi. Éventuellement, je crois, le Louvre du Qatar qui financerait ça. Oui, il y a un manque de travaux au Louvre, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas suivi, il y a un manque de travaux, c'est un musée vieillissant. Bah, tu sais, tous ces musées-là, tous ces châteaux nationaux, il faut tout le temps qu'il y ait des travaux. Hein. Des travaux de consolidation, tout le temps. Sinon, ça s'abîme très vite. Hein. Je pense que c'est un musée qui s'abîme, le Louvre, parce qu'il n'y a pas eu de gros travaux de fait depuis longtemps. Il faut tout le temps qu'il y ait des travaux. Ah, il faut espérer que le financement qui est prévu non pas au niveau de l'État mais par plutôt des grandes fortunes ne soit pas une façon, disons, de donner la main à ces fameuses grandes fortunes. Ah oui. Faut voir, je sais pas. Faut voir tout ça, c'est ce que ça fait. Il n'arrête pas de faire des grands discours sur tout, Macron. Hein. Il avait fait un grand discours sur la réindustrialisation de la France, soi-disant la mère des réformes, selon lui. On n'a rien vu venir. Ah, la mère des batailles, il a dû faire une allusion à ça. Ouais, donc faut voir ce que ça va donner, tout ça. Hein. Est-ce que les gens très fortunés financent les travaux au Louvre? Parce qu'en général, les personnes très fortunées ne font pas des cadeaux, quoi. Ah, non. Même s'il y a des exonérations fiscales derrière tout ça, faut voir ce que ça va donner, tout ça. Il doit y avoir anguille sous roche, mais après, je vois pas trop l'anguille, quoi. Ouais, mais bon, il fait des discours sur tout et il n'y a pas grand-chose qui en sort. Il n'y a pas grand-chose qui sort de tous les grands discours de Macron. On voit que ça se dégrade à tous les niveaux, la France. Les déserts médicaux, il ne faut plus être malade maintenant. Les déserts médicaux qui s'aggravent terriblement en France, le niveau scolaire qui n'arrête pas de baisser de manière drastique, notamment le niveau en maths. C'est vrai qu'à une époque, on n'était pas mauvais. Hein, ouais. Tout se dégrade. La justice est engorgée dans des procédures interminables, manque de moyens, mais on ne voit rien venir. Enfin, toute la dette est devenue complètement folle. Tout se dégrade en France. Tout se dégrade. Alors les grands discours de Macron sur telle ou telle chose... Alors tout à l'heure, Jésus chez les jaunes m'a dit qu'on allait faire payer une taxe pour marcher sur les trottoirs. A priori, ils étudient ça, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ne parle en France que d'augmenter les impôts et les taxes. De faire payer, alors qu'on est déjà numéro 1 mondial de l'imposition par rapport au PIB. C'est nous, en France, nous sommes le pays au monde où on paie le plus d'impôts et de charges. Ah, mais une taxe sur les trottoirs, c'est vraiment une innovation, quoi. Oui, mais il faut arrêter. Il faut baisser les impôts. Il faut faire un audit des finances publiques, voir où on pourrait économiser de l'argent. Hein, ne pas jeter l'argent par les fenêtres, ne pas faire ce que fait Macron, donner des millions d'euros à tel ou tel pays. Hein. Je pense que le peuple ne doit pas beaucoup en voir la couleur de cet argent. Surtout l'Ukraine qui est un état mafieux. Non, mais il faut faire un audit des comptes publics, voir
s'il n'y a pas trop de fonctionnaires à un endroit, trop de dépenses publiques à un endroit, trop d'agences nationales de ceci, agences nationales de cela, des comités théodules, enfin bon, dans le gras, il y a du gras dans la fonction publique. Il faudrait peut-être tailler dans le gras. Et au niveau des hauts fonctionnaires aussi, hein, qu'on ne voit jamais, qui ne sont jamais sur le terrain, qui sont très bien payés. Mais bon, il parle beaucoup, Macron, il parle beaucoup, mais enfin, je te rappelle que Macron, l'année dernière, c'était 1000 milliards d'euros de dette en plus en 7 ans, avec pas de croissance en face. Donc, il parle beaucoup, mais dans la réalité, on voit pas les bons résultats de sa politique. Hein. Ouais. Mais on est dirigé par des hauts fonctionnaires, en France et en Europe, dirigés par des hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, qui ne connaissent pas le monde du négoce international. Et face à Trump, je pense qu'on va peut-être souffrir. On va peut-être souffrir parce qu'il ne fera pas de cadeau. L'Europe, ça ne le préoccupe pas beaucoup, c'est surtout la Chine qui le préoccupe. Mais enfin, s'il peut nous tailler les croupières, il va le faire. S'il peut nous piquer encore des industries, du moins celles qui restent, pour les rapatrier aux États-Unis où le coût de l'énergie est beaucoup moins cher, avec peut-être des aides financières, il ne va pas s'en priver, Trump. Mais c'est vrai qu'on avait anticipé, on avait tout envoyé en Chine. Hein? Toutes les industries qu'on avait auparavant, les a envoyées en Chine. Bah oui, c'est... Donc il fallait qu'ils aillent les chercher en Chine. Bon, oui, mais le problème c'est qu'on a des politiques qui à un moment donné ont fait un trait sur l'industrie. L'industrie c'est sale, l'industrie c'est le monde ancien, le monde nouveau c'est les services, c'est les services. Et en faisant construire, en faisant fabriquer à l'étranger, on va y gagner parce que ça coûtera moins cher, on va consommer plus en France, voilà. Ouais, mais ça, c'est une politique à courte vue. Ça. Non, mais c'est complètement stupide, cette idée. C'est une politique à courte vue. À long terme, il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses à la France. La France, c'est un pays, il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses, il faut produire, il faut fabriquer, il faut vendre. Et c'est avec cet argent-là, normalement, qu'on paie les fonctionnaires et qu'on fait tourner l'État. C'est pas en s'endettant jusqu'à la gorge comme on le fait actuellement. C'est une fuite en avant en ce moment. C'est une perfusion, une fuite en avant. Bon, ça vaut pour tous les pays occidentaux, y compris les États-Unis. Enfin, c'est quand même très marqué en France. Mais voilà, donc je ne vois pas de porte de sortie, moi. Enfin, les gens, on les occupe avec du sport à la télé, des séries à la télé, hein, du pain et des jeux. Hein. On les occupe avec ça, mais il va falloir que les Français ouvrent les yeux sur la réalité. Hein. Ouvre les yeux sur la réalité parce qu'il n'y a que la réalité qui compte. Hein. Voilà. Ouais. On va dire autre chose. Ben, merci à toi. Hein. C'est déjà, tu as dit pas mal. Hein. Merci.